25 ans de travail, 25 ans d'engagement et de conviction. Combien de fois vous avez dit la cybersécurité, ce n'est pas un coût, c'est un investissement? Combien de fois vous avez dit attention, les cybercriminels, ils s'organisent, ils vont s'industrialiser? Et combien de fois vous avez dit attention, sans cybersécurité, il n'y aura pas de confiance numérique? Et en 25 ans, vous n'avez rien lâché. Et vous avez permis la construction d'un écosystème de confiance sur tout le territoire. Vous avez généralisé les SOC, les CERT, les CICERT. Vous avez fait créer l'ANSSI, les campus cyber partout en France, et vous avez aussi contribué à la coopération entre États, avec Europol, avec Eurojust. Combien de travail! Et vous savez quoi? Pour démarrer cette édition, je vous propose de repenser, regarder à ces grands succès. Vous applaudissez et on se lève parce que vous le méritez. Allez, c'est parti. C'est vous les 25 ans. C'est là. C'est là. Bravo et merci. Mais si nous sommes ici cette semaine, c'est parce que nous devons regarder devant nous. Nous prenons cette charge d'énergie et nous regardons nos diverses facettes d'avenir, de futur. Vous voyez à l'écran un ami des Assises et de la communauté, Jean-François Louapre, 21 sessions des Assises. Et oui, c'est l'image, l'égérie de la communauté, l'égérie des Assises. Mais qui est assis à côté de Jean-François? C'est Sarah qui est assise, Sarah Louapre, elle a 32 ans. Elle est rentrée dans l'écosystème de la cybersécurité par nos partenaires. Elle fête ici sa venue dans la communauté parce que ça va être ses premières assises. Ce duo, c'est l'égérie. Pour Sarah, pour les générations qui intègrent notre communauté, pour tous nos enfants, pour notre société, vous devez de travailler et de continuer et de ne rien lâcher. Demain, après-demain et le surlendemain, on vous dira encore, les budgets explosent. On vous dira encore, la confiance numérique s'effrite. Et on vous dira encore que les attaquants, ils vont plus loin, ils sont plus forts. Mais quoi qu'il en soit, vous ne lâcherez rien, comme vous n'avez rien lâché pendant ces 25 ans. Bienvenue à Monaco, bienvenue à la 25e édition des Assises. Et comme à mon habitude, je suis très heureuse d'inviter en scène Son Excellence, Monsieur Christophe Mirmand, ministre d'État de la Principauté de Monaco. Mesdames et messieurs, mes premiers mots seront d'abord pour remercier Sylvie Biancheri, la directrice générale du Grimaldi Forum qui nous accueille aujourd'hui, Sophie Gérin, directrice générale de DG Consultant, organisateur des Assises,
qui ont décidé de fêter conjointement leur 25e anniversaire et de vous convier à cette manifestation. Et je voudrais saluer également Maria Iacono, directeur des Assises, qui en a rappelé l'histoire et les très grandes étapes. Je voudrais, si vous le permettez, saluer la présence de Lionel Beffre, conseiller ministre chargé des affaires de sécurité, chargé de l'intérieur au sein du gouvernement monégasque, Éric Arella, qui est le directeur de la Sûreté publique, Frédéric Fautrier, qui est le directeur de la MSN, et saluer également les experts qui auront l'occasion cet après-midi d'intervenir devant vous, en particulier Claudia Pina, experte nationale détachée auprès d'Eurojust, Vincent Strubel, le directeur général de l'ANSSI, Geoffrey Célestin Urbain, le président de Campus Cyber, que j'ai plaisir également à retrouver aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, c'est en tout cas un très grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans la Principauté, au nom de Son Altesse Sérénissime le Prince Albert II, à l'occasion de cet événement qui est devenu, au fil des ans, une manifestation incontournable pour toutes celles et tous ceux, comme vous, qui sont engagés dans la protection de nos systèmes numériques et de télécommunications, en France, bien sûr, mais également aussi dans la Principauté. Et nous savons à quel point le numérique et donc la cybersécurité sont au cœur de nos vies quotidiennes, dans nos administrations, dans nos entreprises, mais également aussi dans nos foyers. Et dans un monde qui est éminemment connecté, de plus en plus, et bien dans un contexte aussi international qui est tendu, chaque innovation, chaque interaction repose nécessairement sur cette notion de confiance. Vous l'avez évoqué tout à l'heure dans votre propos, Madame la Directrice. Et cette confiance, elle nous oblige tous au quotidien, utilisateurs, mais également aussi professionnels des systèmes d'information. Et d'une certaine façon, cette confiance qui nous oblige, eh bien, vous en êtes, Mesdames et Messieurs, les garants par votre capacité d'innovation, par votre capacité de faire face à l'ensemble des menaces auxquelles nous sommes confrontés. Et la cybersécurité est bien sûr un domaine où l'innovation n'est pas une option, elle est vitale face à des attaquants qui sont créatifs, qui sont efficaces, qui sont déterminés. Nous n'avons pas d'autre choix que de pouvoir imaginer les solutions appropriées en permanence. Et cela suppose de pouvoir explorer de nouvelles voies techniques, de développer de nouveaux outils, d'essayer sans cesse de nouvelles approches. Et l'innovation ne se limite pas, bien sûr, à la technologie, et elle doit aussi alimenter nos méthodes de travail, nos organisations, nos coopérations. Et il faut être capable de partager plus vite l'information, de créer des ponts plus efficients entre la recherche, le secteur privé et bien sûr également le secteur public. Et l'un des enjeux majeurs réside aujourd'hui dans l'utilisation croissante de l'intelligence artificielle par les cybercriminels. Les attaques automatisées sont de plus en plus sophistiquées. Elles sont capables de s'adapter en temps réel à toutes les défenses qui sont mises en place. De même, les deepfakes et la désinformation qui sont générées par l'IA représentent désormais des menaces tangibles pour la sécurité des entreprises, bien sûr, mais également aussi pour les processus démocratiques. Mais aussi, paradoxalement, l'intelligence artificielle constitue notre meilleur allié pour détecter et neutraliser ces attaques, créant ainsi, d'une certaine façon, une véritable course aux armements technologiques. Par ailleurs, vous le savez bien, avec l'explosion de l'Internet des objets et le travail hybride qui est devenu la norme, des points d'entrée potentiels pour les pirates se multiplient exponentiellement. Chaque appareil connecté, du réfrigérateur intelligent à la montre connectée, représente une vulnérabilité potentielle pour tous les systèmes d'information, qu'ils soient domestiques ou professionnels. Et les entreprises doivent protéger des périmètres de plus en plus flous, où employés et données circulent entre bureaux, domiciles et espaces publics. Et cette fragmentation complique bien évidemment considérablement la mise en œuvre des stratégies de sécurité cohérentes. On mesure donc bien, mesdames et messieurs, les défis auxquels vous êtes confrontés, je dirais auxquels nous sommes collectivement confrontés. Et dans ce combat quotidien, nous avons besoin de tous les talents. Certes, c'est plus facile à dire qu'à trouver, et c'est pourquoi la cybersécurité ne doit pas être réservée à quelques experts. C'est pourquoi elle a besoin d'ingénieurs, de techniciens, d'analystes,
mais aussi de juristes, de formateurs, de communicants, de diversité et surtout de motivation. Et notre responsabilité, aussi bien pour les entreprises que vous êtes et que vous représentez que pour les pouvoirs publics, eh bien, c'est de pouvoir encourager, repérer ces profils motivés, parfois là où on ne les attend pas. Cela veut dire ouvrir nos portes aux jeunes, aux étudiants, aux alternants, aux personnes qui sont en reconversion, voire également aux autodidactes. Et ce qui me semble bien sûr important de souligner, c'est que la cybersécurité n'est pas seulement l'affaire des grandes entreprises. Nous le voyons bien dans toutes les affaires qui sont portées sur les médias ou bien des administrations. Elle concerne aussi les petites et moyennes entreprises qui constituent précisément l'épine dorsale économique européenne et bien évidemment aussi celle de la principauté. Gardons à l'esprit que les 25 millions de PME de l'UE représentent 99% de l'ensemble des entreprises non financières, qu'elles fournissent environ 65% des emplois et créent 54% de la valeur ajoutée. Cette cybersécurité, elle est donc naturellement pour elles une préoccupation de premier rang. Or, nous le savons bien, ces PME ne sont pas toujours en mesure de disposer des moyens pour se protéger. Elles sont pourtant, tout comme les plus grandes, exposées aux risques cyber. Notre responsabilité, celle des pouvoirs publics en particulier, c'est donc de les accompagner, de leur proposer des solutions adaptées, de leur donner accès à des outils pour renforcer leur résilience. C'est le cas en particulier en principauté, compte tenu des caractéristiques de son tissu économique. Et c'est pour cela qu'avec le support du groupement d'intérêt public Action contre la cybermalveillance et de l'AFNOR, nous allons transposer ici à Monaco le dispositif cybermalveillance.gouv.fr et la labellisation Expert Cyber qui contribueront, nous l'espérons en tout cas, à apporter une réponse appropriée, une réponse efficace à l'ensemble de ces défis. Je voudrais en tout cas me réjouir de votre présence nombreuse, mesdames et messieurs, aujourd'hui, de me réjouir également que de nombreuses entreprises monégasques soient présentes à l'occasion de ces assises. Elles sont un temps privilégié pour avancer ensemble. Elles vous offrent l'opportunité de confronter vos idées, de partager vos expériences et de bâtir également des solutions. J'ai la conviction pour ma part que les échanges que vous aurez ces prochaines heures, ces prochains jours, seront précieux et constructifs et qu'ils contribueront à renforcer la confiance des utilisateurs dans le numérique, un numérique qui a pris une place de plus en plus prépondérante dans notre société. Notre souhait, notre vœu, c'est de faire en sorte qu'ensemble, la cybersécurité soit non seulement un bouclier protecteur, mais aussi un levier d'innovation, de confiance et de progrès. Et je voudrais donc, pour conclure mes propos, vous souhaiter à tous et à chacune et chacun d'entre vous des travaux fructueux et inspirants. Merci de votre attention. Un grand merci. Je vous propose maintenant de démarrer un voyage en toute Europe et j'ai le plaisir d'accueillir en scène une femme dont nous pouvons vraiment être fiers. Chers amis des Assises, merci d'applaudir Claudia Pina. Welcome, Claudia, please. Welcome, Claudia. Thank you so much. It is a great pleasure to be here in this wonderful room in beautiful Monaco. Claudia, let's start from the beginning. Can you tell us a bit more about yourself, your profile, Eurojust? Let's go. Well, first, I have to say who I am now. Currently, I serve as an investigating judge in Lisbon. I mainly deal with serious crime from a human rights perspective, and I apply pretrial detention or other coercive measures. So if you misbehave in Lisbon and get arrested, maybe you have a chance to meet me in person.
Secondly, I have been developing some expertise in the areas of cybercrime, digital evidence, and crypto assets. I am a trainer for international organizations such as the UN or CEPOL in these areas, which is also a great pleasure for me. And lastly, and another reason for me being here today, being able to talk to you, is my time in The Hague. So I was, for the last 5 years, a seconded national expert at Eurojust in The Hague, where I had the great pleasure of leading the support team to the European Judicial Cybercrime Network, which is a network of judicial experts specialized in cybercrime. And this was, of course, an amazing opportunity. First, for you to understand a bit of what I was doing at Eurojust. Eurojust is, as some of you may know, the European Union agency for international cooperation in judicial matters. It's a hub of knowledge. It's comprised of national desks with every member state represented and some outside jurisdictions, such as Switzerland, or the United States. In this field, Eurojust mainly deals with serious organized crime and coordinates the work of judicial authorities in that area. Of course, we all know that cybercrime is more often than not an international matter. It often has cross-border links. And in this particular field, it's crucial to have a central coordination that we can do from The Hague. And this was crucial in several important cases that you may have heard of, such as the takedown of the ransomware collective Lockbit, the Emotet case, or the criminal VPN service Double VPN. That, of course, you guess we've been following so much in France, like all over the world. So we know that the success is not only the takedowns, because we know that then they start again and again. But what we'd like you to do here in Monaco with the community is, what can you share on the behind the scenes of that major inquiries, to understand from your perspective what was to be learned to teach our community, the behind the scene of these major operations? Well, Maria, that is a really good question, because more than the headlines, we need to see that behind them there is a very important, meticulously developed work that is the result of years of cooperation and building of trust among judicial authorities. Usually, everything starts from a single national investigation. So let's say a prosecutor in France is investigating a case of international online fraud, such as fake investment platforms. It will, during the investigation, most likely find that the victims are not just in France, they may be in other French-speaking countries, such as Belgium, for instance. And there may be a part of the organization that launders the money, and it's located in a different jurisdiction, such as Spain. And the perpetrators may be even outside the European Union. Let's say they are in Ukraine. And then this prosecutor realizes that it cannot investigate alone, that the case has international links and requires international cooperation. Therefore, his next step is to go to his national desk at Eurojust and to understand if other countries are investigating the same network, or if they are already onto something related to his case. So this is how it typically starts and how
desks are connected. We can just, let's say, go across the corridor and directly talk to our colleague from the connecting jurisdiction. And then things start to pull up together. The investigation develops international. Eurojust can also help deconflict any potential issues, such as nebis in idem between jurisdiction, or who is in a better position to prosecute the case. And the teams can also reach the point where the investigation is mature enough to reach an action day. Basically, the action day is when we get boots on the ground and arrest people. So on this day, Eurojust can also facilitate the creation of a coordination center that will be active, if needed be, 24/7, connecting all jurisdictions that are on the field. It can have in that same room judicial authorities, law enforcement authorities, representatives from Europol, in real time, seeing and helping colleagues that are on the ground. And this was quite relevant, for instance, in a big case such as Endgame. In these big cases, it's important that we are all connected, so if there is the need to issue another arrest warrant, to issue another search warrant, if there is some legal issue that judicial authorities need to discuss in real time, we are there and we are connected. Also, it's very important to stress that Eurojust and Europol can and do work together in many instances. Another case that you might be familiar with is the Quackbot botnet that was taken down. And this was really a good example of the synergies and cooperation between Eurojust and Europol, where Europol has the ability to provide quite relevant and up-to-date analysis and intelligence, and Eurojust can provide the judicial and legal framework, setting up coordination meetings and helping judicial authorities of different jurisdictions work together in a more efficient way and in a way that can assure us the future admissibility of evidence and successful prosecutions. Thank you. What a vision. So within this, we've been having a lot of stress on a geopolitical point of view on Europe, more than ever in the recent months. Digital independence is a crucial issue in Europe. What is your vision on how to coordinate better, on a more constructed way, and build a response to that? Well, digital sovereignty is indeed a quite strategic point that, in my opinion, we all need to be aware. It's important and crucial that we are able together to enforce our laws, protect our citizens, and secure critical infrastructure. This issue of digital sovereignty has two perspectives. One is data and how we can get data. And when I'm talking about data, we are also talking about crypto. Crypto is partially data. So when we have data that's outside our legal ability to seize it, when we have service providers that might not respond to our requests with the allegation, and I stress the word allegation, that the data is stored outside our jurisdiction, we have an important vulnerability issue to solve. Also, another problem we have is the persistent threat of advanced persistent threat groups that mix
the nature of criminal organization and state-sponsored. These groups have been creating disruption. They are a serious threat to our democratic society and to our European values. And Operation Eastwood was quite an example of that. We are talking here about hacktivist DDoS group that was targeting several critical infrastructure companies, such as financial companies and energy companies, and it was taken down with the support of Eurojust and Europol. So Operation Eastwood is exactly an example of how institutions can work and should work when our digital sovereignty is at stake. And these two issues, these two sides of our digital sovereignty that need to be addressed, they have to be addressed in a legislative perspective, in an operational perspective, and in a technological or industrial perspective. We need to have the legal frameworks to obtain data efficiently, and we do have some in place. In 2026, we will have the evidence regulation already enforced. We also have the soon-to-be signed convention on cybercrime. We have some important frameworks that will allow us to actually get the data from service providers, and regardless where that data is stored. The operational perspective is the actual support and extension of mandate of Eurojust and Europol according to the development of the threat landscape. We need to continue to give our support to institutions that can connect the member states efficiently as they have done so far. And in a technological or industrial perspective, we need to develop in Europe the material grounds to have digital services that are European, at least when we are talking about critical infrastructures, to lower our dependence from exactly those actors that do not or may not respond to our orders. Thank you. You mentioned threat. It's a very common, unfortunately, word in cybersecurity. More than anyone else, you have a special capacity of spotting these threats. What are the major emerging ones that you've got on your radar? What can you share? Well, this threat landscape is, as you know, in constant flux. What is true now might not be true in 1 year. And before talking about the threats, I would like to remind us that for addressing these threats, we have a background. Judicial and law enforcement authorities are not just dealing with cybercrimes. We are dealing with cyber elements. We inhabit a digital society, so every police officer, every judge or prosecutor, of course, at different levels, we cannot all have the same level of expertise, needs to be aware and needs to have training to be able to assist victims on the ground at a local level. So this is something that I would like to say that we need to develop to address all these threats. The first one, is, and you might guess it, is of course the power of generative AI. Generative AI is lowering the threshold to enter cybercrime. It gives criminals the power to create very convincing phishing emails, to do some codes that allows them to produce malware. And it's not enough that the big commercial AI LLMs do have their safeguards, but there are out there criminal LLMs, as some of you also may know. So
AI will definitely be able to provide more sophisticated and easier tools for criminals to attack people. And this is something that I believe will raise the numbers of cybercrime and of successful attacks. The second threat is what I call the clash of worlds. We are seeing interlock, a clash of the physical and the digital. What is online attack? What is cyber violence? What is online radicalization? What is a doxing campaign? Can and will have physical world consequences. Cyber violence, and this has been studied by the Council of Europe, affects, I would say, millions of women and young girls in Europe. Radicalization online has very serious consequences. We are also seeing, and unfortunately France has seen it, crimes that are made to obtain digital goods, such as kidnappings related to crypto. So this clash of worlds is something that we need to see and address. Also, something that is deeply worrying for me, not so much for the numbers, but for the effects, is the rise of online groups based on the doctrine of accelerationism. In case you never heard about this, it's basically the idea that we need to create the circumstances to accelerate the destruction of society as we know it. These groups act not in dark web forums, but on mainstream gaming platforms, such as Discord. They target vulnerable young people, manipulating them psychologically in a sophisticated way to commit horrific acts of violence, and we are talking mutilation, suicide, even murder, and this is, or even horrific sexual abuse of minors. This is something that is serious. It had physical consequences in several countries, and also, unfortunately, here in France. And the last one, I think it's also something that's on everybody's back mind, is the rise of hybrid warfare or cyber conflict. Now, the digital domain is a fully fledged area of conflict. State actors can interact and will interact with criminal organizations, and this creates well-resourced adversaries that are difficult to tackle with. So this is the bad part of cyber. No comment. But with a deal, you and me, in preparing this conference, the deal was to conclude on a positive note for the future. Please. Always. Always end up with hope, and hope was the last thing that Pandora took out of the box. So we do have good results. We are creating a proactive legal framework. We have the second additional protocol to the Budapest Convention, the e-evidence package, the Digital Services Act that allows us to tackle illegal content online. This new framework is proactive, and it's addressing the challenges of the future. Another good example is the AI regulation. The European Union is indeed looking forward to new technologies and how we can use them responsibly, protecting
fundamental rights of our citizens. The second hope we have is that international cooperation works. We have evidence. Yes. We took down Lockbit. Endgame is ongoing for quite a while, and I invite you to check out the website and see how wonderful it is. Quackbot. There were several operations recently, and they are not anomalies. They are a repeatable pattern that we have seen through the years. So this is working, and we are moving forward. We are getting better. When we do a takedown, it's not just that criminal enterprise, but it's intelligence that we gather to disrupt the entire cybercrime as a service ecosystem. And last but not least, we have the people. Our people have been evolving. Law enforcement and the judiciary, we have been learning, we have been developing, we have been creating links of trust and years of work arrangements. So this is happening, and our resolve is actually getting stronger. So there are big threats out there. This is a dangerous world as we know it, but we will keep fighting for the rule of law online as offline. Claudia, thank you so much. On l'applaudit. Thank you. Thank you. Et maintenant, notre voyage, dans le voyage, on revient en France parce que Vincent est là et on l'attend pour son inauguration et son speech traditionnel. Merci Vincent. Où tu veux. J'entretiens votre agilité musculaire en changeant de côté. Merci Maria, merci à tous. Merci à la Principauté et aux organisateurs, une fois de plus, de nous réunir dans ce lieu magnifique. Je le dis chaque année, mais je crois qu'il est encore plus magnifique que les années précédentes, donc ça vieillit bien. Un merci tout particulier cette année pour le fil rouge de cette édition, qui nous rappelle le sens de notre métier, à un moment où c'est important. Le sens de notre métier, ce n'est pas juste d'attendre la prochaine cyberattaque et d'y réagir comme on peut. C'est d'anticiper, de gérer les risques et de créer un futur meilleur pour tout le monde. Donc pour une fois, moi je ne couperai pas à m'inscrire dans ce fil rouge, à me projeter dans le futur, et puis comme je suis un peu payé pour faire des cauchemars, et si possible veiller à ce qu'ils ne se réalisent pas, moi, j'ai envie de parler avec vous de ce qui m'inquiète. On pourrait y rester des heures, parce que, là encore, c'est mon métier. Donc, je vais me concentrer sur deux choses, deux risques qui m'inquiètent le plus particulièrement pour les prochaines années. Le premier, c'est d'être submergé par la multiplicité des attaques, d'en subir tellement à la fois qu'on ne pourra plus rien y faire. Et le deuxième, c'est de perdre nos leviers d'action, de nous retrouver suite à des évolutions du marché, de la technologie, des usages, dans une situation où tout ce qu'on sait faire, tout ce qu'on a construit ensemble ces dernières années ne marche plus, ne permet plus d'agir sur la menace ou sur le risque. Et puis je pourrais vous en dire plein d'autres, mais je vais m'arrêter là. Sur le premier risque, celui d'être submergé, je ne vais pas vous faire l'injure de vous faire le panorama de la menace dans sa situation actuelle, parce que je pense que vous le connaissez aussi bien que moi. Je vais plutôt vous parler de son évolution, de vers où va la menace, et de ma conviction que d'une part ça pourrait être pire, ça c'est la face sympa, mais que malheureusement, avec le mouvement de brutalisation du monde qu'on observe, qui n'est pas prêt de se terminer malheureusement, et qui déborde assez naturellement sur le cyberespace, malheureusement ça va être pire. Ma conviction, c'est qu'on n'est pas au bout de la massification des attaques.
On n'est pas au bout de l'accélération du tempo des attaques qui voient la fenêtre de tir qu'on a pour contrer une vulnérabilité se réduire de plus en plus et toujours plus. On n'est pas au bout de la désinhibition des attaquants. Dans un moment où on observe une forme de surenchère pour provoquer toujours plus d'angoisse, toujours plus de doutes, toujours plus de sidération parfois. Et on n'est probablement pas au bout de la convergence entre les différentes menaces, convergence entre les types d'attaquants dans le cyber, les étatiques, les criminels ou crapuleux, les activistes. On sait que les frontières sont parfois un peu floues, même si les finalités sont généralement différentes. Mais convergence aussi entre les différents types de menaces du champ hybride, la cybersécurité, les cyberattaques, mais aussi la manipulation de l'information, le sabotage et tout le reste. Et tout ça, on sait que ça peut très bien se coordonner pour nous faire le plus mal possible. Et on le voit déjà à l'œuvre quand on voit des cyberattaques qui ont une extension naturelle dans le champ de la manipulation de l'information. Tout ça, ce n'est pas juste l'expression de mon pessimisme naturel, même si c'est une qualité dans mon métier. Ce constat, il est formulé en France dans la Revue nationale stratégique, qui a été publiée au mois de juillet. Elle prend pour scénario central, à l'horizon 2030, un engagement de nos armées dans un conflit de haute intensité, c'est comme ça qu'on appelle une guerre, dans le voisinage européen, et simultanément un déferlement, une tempête parfaite de toutes les menaces hybrides, dont le cyber et tout le reste. Et ça, quand on y pense, ça a un côté vertigineux. Mais je peux vous garantir que chacun de ces mots a été pesé et que fondamentalement, nos partenaires font tous le même constat. Ce message, c'est simple, c'est « Winter is coming ». Alors je ne filerai pas le parallèle, parce que je ne veux pas divulgacher une série, il paraît qu'il y a des gens qui ne l'ont pas encore vue, mais ça doit nous inciter, alors c'est douloureux à entendre, mais ça doit nous inciter quand même à ne pas être dans le déni et à ne pas trop se disperser. En termes de cybersécurité, ce constat, cet horizon, pas très réjouissant, il donne toujours plus de sens au travail qu'on mène collectivement depuis des années pour construire notre cyber-résilience. Ce travail qui nous conduit à changer d'échelle, à fixer des règles, même si c'est parfois contraignant, c'est le but, à préparer la gestion de crise. Ce travail, on le mène, en tout cas moi je le mène avec la conviction profonde, c'est un peu un fil directeur dans tout ça aussi, que ça ne marchera pas si la cybersécurité reste notre problème à nous uniquement, sachants et spécialistes de la cyber. Au contraire, ça doit être pris en compte dans tous les pans de la société, par tous les décideurs, par l'ensemble des métiers, ce concept un peu évanescent qui désigne les gens dont la cybersécurité n'est apparemment pas le métier principal, et apparemment ils sont nombreux. Mais c'est à eux aussi qu'il faut parler, et c'est eux aussi qui doivent prendre ça en compte. Donc, on va continuer à activer plus que jamais tous les leviers qu'on active pour obtenir cette prise en compte systématique à grande échelle de la cybersécurité. Le levier de la communication sur la réalité de la menace, parce qu'il y en a encore parfois besoin, en gardant quand même à l'esprit qu'en face de nous, il y a des attaquants qui sont aussi dans une logique de communication, et parfois très bons communicants, qu'il ne faut probablement pas croire sur parole tout ce qu'ils disent, qu'il ne faut pas exagérer les conséquences d'une attaque, la réalité est bien assez grave pour pas qu'on la double de la fiction, en gardant aussi en tête dans cette communication que les vrais méchants, ce sont les attaquants, pas les victimes. Les victimes, ce sont des victimes. Elles ont toujours quelque chose à se reprocher. 100% des victimes de cyberattaques auraient pu faire quelque chose pour éviter la cyberattaque. Mais ça reste des victimes et pas les vrais méchants. Donc ce n'est pas eux qu'il faut critiquer. On va activer plus que jamais le levier de l'entraînement. L'entraînement, ça a d'énormes vertus pour sensibiliser les non-spécialistes, pour préparer la gestion de crise, qui peut faire toute la différence le moment venu. Je crois que c'est ce qu'on a réussi à montrer le mois dernier avec un exercice qui s'appelait Rempart 25, qui nous a permis d'entraîner plus d'1 millier d'organisations de toute taille, de toute nature, dans tout le territoire français,
outre-mer compris, dans 8 fuseaux horaires différents. Mais en regardant un tout petit peu dans le rétroviseur, moi je me dis que plus de 1000 organisations, c'est énorme, mais c'est une goutte d'eau. En vrai, il faudrait en faire 100 ou 1000 fois plus. Donc cette pratique-là, elle doit diffuser au-delà de l'action de l'État. On va activer plus que jamais le levier réglementaire. Alors celui-là, je sais qu'il provoque toujours un enthousiasme assez modéré, mais c'est quelque part le meilleur catalyseur de sécurité collective. Et c'est quelque chose qui s'impose dans bien des cas. Alors, j'avais prévu de parler de Nice 2, mais à l'évidence, c'est peut-être pas le meilleur moment pour parler de la transposition de Nice 2 dans le droit français, c'est peut-être le pire moment. J'en dirai quand même quelques mots pour vous dire que le vote de la loi qui transpose Nice 2 en France, c'est une étape indispensable, c'est une étape essentielle, mais c'est qu'une étape, et peut-être pas la plus difficile. Le plus difficile, c'est la mise en œuvre, le déploiement à très grande échelle des bonnes pratiques de cybersécurité. Et pour ça, il n'y a pas besoin d'attendre. Évidemment, les règles définitives, elles seront inscrites dans la loi et dans la déclinaison de la loi. Mais on sait tous ce qu'il faut faire en pratique. Ce n'est pas des choses très sorcières. Donc il faut commencer maintenant, parce que la menace, elle est déjà là, elle n'attend pas. Et si j'en crois une étude commandée par le Césin récemment, certains ont déjà commencé. Et ça porte ses fruits, des fruits mesurables. Donc ça, c'est une lueur d'espoir. Et puis, le levier peut-être le plus important, c'est celui de la coopération, en particulier avec le secteur privé, avec tout cet écosystème de prestataires, de produits, de solutions, de manière générale, de confiance, sans lesquels aujourd'hui on ne ferait rien, et avec lesquels on doit continuer à travailler pour étendre le champ. Nous, État, mais aussi tous les autres acteurs, et je salue la présence de Geoffrey, qui, je pense, en parlera encore mieux que moi. Moi, je peux vous dire ce que fait et ce que va faire l'ANSSI. On a, au cours de l'année écoulée, fait évoluer nos référentiels PASSI sur l'audit, PRIS sur la réponse à incident, avec une ligne directrice assez claire qui est d'étendre leur champ d'application, de créer différents niveaux de prestations, le niveau d'exigence élevé, qui est le cœur historique du besoin, celui des grands groupes qui perdurent, et un niveau substantiel, moindre mais substantiel, qui correspond aux besoins des plus petits acteurs, qui sont la nouvelle frontière sur laquelle on a tous besoin de travailler, parce que même les grands groupes sont dépendants des petits. On va finaliser dans les prochains mois un travail engagé sur la détection, sur les solutions de détection, qui concernent aussi bien les prestataires que les produits. Alors ce travail ne vise pas à rogner sur l'exigence de souveraineté qui s'applique aux OIV. Ce serait un contresens historique. Ce n'est pas ça qu'on cherche à faire, c'est une évidence. Mais ça va apparemment mieux en le disant. Ce qu'on cherche à faire, en revanche, c'est ouvrir le champ des possibles, ne pas rester sur une réglementation figée qui vieillit forcément mal dans notre domaine, ouvrir le champ des possibles en termes de solutions techniques pour se donner la meilleure chance pour chaque type d'architecture d'avoir le meilleur résultat. Et c'est ça qui doit nous guider fondamentalement, le résultat. Et puis, on a un énorme chantier qui s'ouvre, qui est important pour tout le monde au niveau européen, qui est la révision du Cyber Security Act. La révision du Cyber Security Act, c'est l'occasion pour nous de poser un cadre de certification unifié à l'échelle européenne pour les prestataires de services en cybersécurité, selon un modèle qui a bien marché en France. C'est l'occasion sans doute de faire de la simplification sans réduire le niveau d'exigence, mais il y a sans doute du travail à faire pour articuler tous les différents textes qui arrivent au niveau européen. Et puis c'est l'occasion de prendre en compte des risques qualifiés de non techniques, liés à nos dépendances numériques, dans le cloud ou dans d'autres domaines technologiques, sur lesquels on a des vrais besoins de se protéger contre les accès aux données qui échappent à notre droit, contre la possibilité de voir un service coupé par une décision dans laquelle on n'a pas voix au chapitre. C'est un sujet qui n'est pas nouveau, sur lequel on a parfois eu du mal à convaincre, mais sur lequel je pense que le contexte géopolitique ne laisse aucun doute sur le fait qu'il y a besoin de s'en saisir. Et puis avant ça, on a aussi la mise en œuvre. Alors je disais, c'est difficile de parler de Nice 2, mais il y a un sujet dont on peut et on doit parler plus que jamais, c'est le CRA, le Cyber Resilience Act, qui va, et là pour le coup on peut en parler parce qu'il va entrer en vigueur, c'est un règlement, il n'y a pas de transposition, il entrera en vigueur en décembre 2026, puis 2027, et il va enfin, c'est surtout une énorme opportunité, enfin fixer des responsabilités
Premier pan de responsabilité pour les fournisseurs, les éditeurs, les fabricants de produits numériques, en matière de sécurité par défaut, en matière de mise à jour de sécurité, en matière de gestion des vulnérabilités. Et ça manque cruellement dans le paysage aujourd'hui. Et ça peut avoir un effet systémique. Je pourrais en dire beaucoup plus sur tous ces sujets, mais je n'oublie pas que j'ai promis de parler d'un deuxième risque. Donc j'en resterai là, avec quand même la conviction que le défi il est immense, ce défi de l'hiver qui arrive, mais on a toutes les cartes en main. Et quand je dis « on », c'est évidemment l'État, les États, qui ont un rôle indispensable à jouer là-dedans, mais pas que, parce que ce n'est pas un sujet que les États vont pouvoir traiter seuls. Et donc ça implique aussi des responsabilités pour le secteur privé, et ça nécessite aussi une mobilisation du secteur privé. Le deuxième risque, dans la longue litanie des risques qui m'inquiètent, mais le deuxième par ordre de priorité qui m'inquiète, c'est la perte de nos leviers d'action. On sait qu'il y a plein de mouvements de fond dans le paysage numérique qui nous forcent à changer nos approches, qui percutent nos métiers. Je pourrais vous parler de cloud, d'IA, de situation de quasi-monopole sur certaines technologies, qui chacune nous force à changer nos approches dans tous les domaines, de la certification à la remédiation, parce qu'on ne peut pas faire un dump de la mémoire d'un cloud, parce qu'on ne peut pas patcher une IA, parce qu'on ne peut pas faire sans le dépositaire unique d'une technologie clé. Donc tout ça, je pense que ça vous parle. Mais toutes ces évolutions, elles ont en commun qu'elles s'inscrivent dans un temps long. Elles sont graduelles, on a le temps de s'ajuster. Donc moi, aujourd'hui, j'aimerais surtout vous parler de ce qui pourrait être la première rupture, vraie rupture technologique dans nos métiers. C'est la menace quantique. Alors là, on passe de Westeros à Star Wars, il faut un peu de culture générale à large spectre dans la cyber. La menace quantique, c'est la possibilité qu'un ordinateur quantique arrive sur le marché, soit mis au point et qu'il soit capable de casser de la crypto. À peu près la moitié de toute la cryptographie sur laquelle on a construit fondamentalement tous nos modèles de cybersécurité. Sans cryptographie fiable, il n'y a rien qui marche en cybersécurité. Et ça, on ne sait pas quand ça va se produire. Il n'est pas au point cet ordinateur et il ne le sera pas avant un certain temps. Mais ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que quand ça se produira, ce sera une rupture. Il y aura un avant et un après, dans un temps quasi immédiat. Et on sait aussi que les solutions, elles existent. Les algorithmes post-quantiques, par exemple, ont été mis au point, standardisés, mais on sait qu'il faudra beaucoup de temps pour les déployer. Donc on est dans une situation inédite où on voit poindre à l'horizon un risque qu'il faut prendre en compte maintenant, même si on ne sait pas quand il va se matérialiser, parce que si on ne le prend pas en compte maintenant, on se retrouvera dans une situation où tout s'effondrera d'un coup. Tous nos modèles de sécurité s'effondreront d'un coup, et on n'aura pas de solution. Pas de solution qu'on puisse déployer pendant au minimum des mois, voire des années. Donc c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Il faut s'y mettre alors qu'il est encore temps d'inscrire ça dans le renouvellement naturel des solutions. Il n'y a pas besoin d'une précipitation immédiate. Mais pour éviter la précipitation qui coûtera 3 fois plus cher, c'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Et pour ça, il y avait un dernier obstacle qui limitait un peu notre capacité de projection. On avait du mal à évaluer la sécurité de ces algorithmes post-quantiques, du mal à les certifier. Cet obstacle, il est aujourd'hui levé. L'ANSSI a eu le plaisir de prononcer il y a quelques jours les 2 premières certifications de solutions post-quantiques. Je félicite au passage Thales et Samsung qui ont décroché ces 2 premiers visas de la nouvelle ère. Le CEA Leti qui a mené ces premières évaluations. Et maintenant que cette étape est passée, on a besoin de se projeter dans un calendrier que je peux exprimer au titre de l'autorité nationale française, mais qui est largement partagé par tous nos partenaires européens et même au-delà. Donc moi, il y a 2 dates que j'aimerais que vous ayez en tête. En 2027, à partir de 2027, l'ANSSI n'acceptera plus en entrée de qualification des produits de sécurité qui n'intègrent pas une cryptographie résistante à l'ordinateur quantique, que ce soit des algos post-quantiques ou de l'algo symétrique, sans vous faire un cours de crypto. Il y a plusieurs manières de le faire, mais il faut le faire. En 2030, on recommande déjà, mais on imposera le cas échéant si besoin, dans certains cas, de ne plus acquérir de telles solutions. Acquérir une solution de sécurité qui implémente de la confidentialité à long terme, mais qui n'est pas résistante à l'ordinateur quantique à l'horizon 2030, ce n'est pas raisonnable. Donc ayez ces échéances en tête, parce que c'est dès maintenant qu'il faut s'y mettre. Et ça concerne tant les utilisateurs qui ont à intégrer ça dans leur cycle de renouvellement de solutions,
que les éditeurs qui ont un gros travail encore d'implémentation à mener. Je vais m'arrêter là, je vous ai dit j'ai plein d'autres inquiétudes, mais ce sera pour une autre fois. Je vais m'arrêter là de ce tour d'horizon. Alors, je suis conscient qu'il est un peu plus sombre que d'habitude. C'est peut-être l'époque qui veut ça, l'état du monde, je vous fais pas un dessin. Mais pour finir sur une note un peu plus joyeuse, optimiste, et c'est sincère, moi j'ai la conviction que tous ces futurs un peu dystopiques que j'évoque là, ils n'ont rien d'une fatalité. Et c'est peut-être là qu'est le sens le plus profond de notre métier. C'est mettre ces risques-là, qui peuvent menacer à peu près tout, les mettre sous contrôle. Ne pas bloquer le progrès, mais l'accompagner. Et puis c'est quelque chose qu'on peut faire, mais qu'on ne peut faire qu'en collectif. À travers ce beau collectif de la cybersécurité, celui qui se réunit tous les ans à Monaco, celui qui a besoin sans doute de parler un peu aux autres, de se méfier de l'entre-soi, mais qui a aussi besoin de se retrouver une fois de temps en temps entre nous pour faire parfois notre thérapie de groupe, parfois notre plan de bataille, souvent un peu les deux en même temps. Et donc, c'est avec ça en tête que je renouvelle mes remerciements aux organisateurs de nous donner cette occasion de faire le plan de bataille et la thérapie de groupe, et que je vous souhaite à tous et à toutes une très belle 25e édition des Assises. Merci. Tu es toujours le bienvenu, Vincent. Un grand merci. Alors, on conclut, on rentre à Paris parce qu'on invite en scène le nouveau président du campus national, Geoffrey Célestin Urbain. Je t'en prie. Alors, Geoffrey, nommé en mars 2025, une feuille de route de malade. Et on s'était dit qu'en très peu de minutes, on irait regarder quelle est cette feuille de route. Concrètement, comment tu vas t'y mettre? Qu'est-ce que tu vas mettre en œuvre? Parce qu'il y a un gros travail de coordination, de fédération avec les autres campus. Qu'est-ce que tu vas concrètement et tangiblement mettre en place? Alors, beaucoup de choses. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est mes premières assises. J'espère qu'il y a quand même quelques personnes qui vont rester dans la salle. C'est un petit peu perturbant, mais il faut garder sa composition. On ne se laissera pas perturber ici sur scène. Voilà. Avec les campus régionaux, enfin les campus cyberterritoriaux, en fait, c'est une excellente illustration de la nouvelle dynamique qu'on veut mettre en place. Je pense que la communauté a eu raison de se questionner un petit peu sur ce qui était en train de se passer avec le campus cyber, qui était un peu, on peut prendre le terme de belle endormie d'une certaine manière, qui vivait un peu sur l'impulsion politique initiale des débuts, qui vivait un peu sur ses acquis immobiliers, mais qui avait un petit peu du mal à retrouver ce second souffle qui lui faisait défaut. Et donc le premier objectif, c'est ça, c'est remettre les clés sur le contact, c'est se retrousser les manches, et c'est aussi changer de posture. Et là, je marque bien les mots parce qu'ils sont chacun très importants. Changer de posture. Changer de posture. Et dans cette nouvelle posture, il y a humble, parce qu'on n'est pas tout à fait au niveau de performance que l'on veut. Il y a enthousiaste, parce que de l'enthousiasme, il en faut. Et il y a aussi collaboratif, coopératif, collectif. Donc l'idée, c'est, je pense toujours à ce... Vous avez une entreprise très connue qui doit être peut-être ici dans cette salle, qui s'appelle la Française des Jeux, J-E-U-X. Nous, il y a aussi en France un truc qui s'appelle la Française des Jeux, J-E, avec un S. Et donc l'idée, c'est de dépasser un petit peu ça, et c'est d'avoir une structure collective qui est le campus, qui joue vraiment la carte de l'intérêt général. Et donc la coopération qu'on met en place avec les campus cyber-régionaux illustre ça, avec 3 actions concrètes, parce que je pense que là encore, il faut être extrêmement concret. La première chose, c'est qu'on a vraiment redynamisé les échanges avec les campus régionaux depuis quelques mois. La cabine de pilotage qui était assurée par le campus cyber national avait été un petit peu désertée, donc on l'a réinvesti. La deuxième chose, c'est un message très fort en direction des campus cyber territoriaux de fonctionnement en réseau. Et le réseau, ce n'est pas une invention abstraite. Le réseau, ça veut dire concrètement, on ne fait pas les uns contre les autres, on ne fait pas les uns sans les autres, et on ne fait pas les uns sur les autres. Parce qu'il y a aussi l'aspect de redondance qu'il faut arriver à gérer aussi dans ce pays. Et puis le troisième élément qui est assez nouveau, c'est qu'on est en train de travailler ensemble sur un plan d'action commune. Et donc ça, je ne vais pas en dévoiler toutes les cartes aujourd'hui, mais l'idée, grosso modo, c'est qu'en fait, peu importe
la porte d'entrée pour une entreprise dans le réseau des campus cyber nationaux, que vous soyez à Bordeaux, à Limoges, à Montpellier ou à Paris. Vous avez plusieurs portes d'entrée, mais vous avez accès à un contenu de très haute qualité qui vous apporte un certain nombre de services qui sont en partie harmonisés. Et donc ça, c'est un gros travail qu'on est en train de lancer en commun avec les campus cyber territoriaux. Alors je ne peux pas vous dire exactement l'aboutissement, parce que la maïeutique, le travail entre le national et le territorial n'est pas forcément une chose simple en France, comme vous le savez. Et donc, moi, je ne m'inscris pas du tout dans une tradition jacobine, là, pour le coup. J'ai parfaitement conscience qu'il y a eu une génération spontanée d'initiatives cyber régionales. Voilà, mon idée est de ne pas recentraliser tout ça. Il faut saluer, c'est une excellente chose. Elles ont permis qu'on en soit là. Il n'y aura pas de diktat national pour dire, eh ben, écoutez, vous allez devenir les filiales du campus national. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc l'idée, c'est que vraiment la mayonnaise prenne de manière progressive entre les différents membres de ce réseau. J'appuie vraiment la notion de réseau. Réseau. Alors ici à Monaco, tu t'en doutes, tu as beaucoup de tes locataires qui se sont beaucoup questionnés sur ce nouvel élan, cette nouvelle feuille de route et du nouveau modèle économique. Qu'est-ce qui va donner l'impulsion durable au financement du campus? Alors il y a deux sujets en fait. Il y a le financement des campus régionaux et puis il y a le financement du campus national. Donc au départ, je m'étais préparé à la question sur comment est-ce que le campus national peut assurer le financement des campus régionaux. Et j'avais une réponse toute faite, mais qui correspond à la réalité, qui est que juridiquement et institutionnellement, le campus national n'est pas la maison mère des campus régionaux. C'est ainsi. Et donc on ne peut pas valablement demander à ce qui n'est pas une maison mère d'assurer financièrement la pérennité de ce qui ne sont pas ses filiales. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième aspect, c'est concernant effectivement le modèle de financement du campus cyber national. Ce n'est pas quelque chose qui est complètement bouclé à l'heure qu'il est. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il sera articulé autour de 3 briques. Un triptyque, en fait, d'une certaine manière. Première brique qui aujourd'hui est en place, c'est le socle immobilier du campus, qui fait à peu près 78% des revenus actuels du campus. Donc en fait, ce sont les revenus tirés de la location. Effectivement, je vois une partie de mes résidents sur place. Donc ça, c'est un peu business as usual. Ce qu'il nous faut là-dessus prioritairement, c'est renforcer la qualité de service que l'on a. Il y a beaucoup de gens qui me disent, et à mon avis de manière légitime, que voilà, ils payent, ils sont sur place, ils attendent un niveau de service qui parfois est au rendez-vous, parfois ne l'est pas. Et dans cette notion de service et de ROI pour les résidents, il y a un aspect très important qui manque aujourd'hui et qui sera une priorité, qui est cette notion d'écosystème. Quand vous venez au campus cyber national ou dans un campus régional, vous vous attendez à rentrer dans un écosystème qui est riche, qui est vibrant en termes d'interaction. Et ça, c'est finalement le complément non immobilier de la partie immobilière. Le deuxième aspect, c'est de développer une nouvelle couche de services méta-écosystémiques d'une certaine manière. C'est-à-dire que le campus cyber et le réseau des campus cyber sont des opérateurs de services pour l'écosystème dans son ensemble. Donc il ne s'agit pas de concurrencer les uns et les autres. La France et l'Europe ont suffisamment d'éditeurs, de logiciels, d'intégrateurs et autres. Mais l'idée, c'est de développer une nouvelle couche de services à l'échelle pour typiquement accompagner l'ensemble des entreprises ou des startups qui veulent se créer en cybersécurité dans ce pays, qu'elles aient une chaîne de valeur complète qui les accompagne sur les cybercampus. Donc ça va rapporter normalement du revenu au campus cyber. Je ne sais pas exactement vous dire combien, parce que là, on est en terrain inconnu. Là, on parle de quelque chose qui est complètement nouveau. Et le troisième aspect, c'est évidemment la couche non marchande, c'est-à-dire la production d'externalités positives, d'activités d'intérêt général, qui n'a pas vocation à générer du ROI au sens financier. Mais qui donne de la valeur. De la valeur. Et ça, ce sera une discussion à avoir, je pense, avec l'État, avec en tête, effectivement, les contraintes politiques qu'il peut y avoir aujourd'hui, et puis les contraintes sur les finances publiques, etc. Mais moi, ce que je veux, on est quand même une SAS, on est une société par action simplifiée, nous sommes une société. Le campus cyber est un projet entrepreneurial, c'est pour ça que je viens de l'État. Petit silence, voilà. C'est un projet entrepreneurial fondamentalement, donc il faut qu'on renoue avec notre ADN. Et dans cet ADN, il y a cette notion d'écosystème qui doit aussi nous rapporter de la valeur économique et non financière aussi. Je te remercie de ta franchise parce que tu dis ce que tu peux ou pas, parce qu'il faut te donner le temps de ta feuille de route. Je voudrais regarder un petit peu à l'Europe, parce que nous avons la chance d'avoir eu Claudia avec nous. Tu as déjà manifesté ta volonté de poser le campus national comme leader en Europe, leader parmi les organisations. Quelle est la réaction des autres organisations, l'ELISA par exemple? Comment ça se passe? Quel engouement ou pas il y a eu par rapport à
à ta feuille de route? Alors, je l'ai fait un peu moins pour l'instant en mode cocorico, parce que ça c'est très français de dire écoutez, on va vous apprendre la vie, on va vous apprendre le monde, on va apprendre la tête du monde civilisé. En fait, je ne conçois pas le campus cyber comme un leader de la cybersécurité européenne. Il y a une variété d'acteurs qui sont chacun dans leur zone de valeur ajoutée. En fait, ce que je veux faire, peut-être plus modestement, c'est un vrai travail très patient de connexion entre les écosystèmes. Donc j'ai développé ce concept notamment à la One Conference avec le Premier ministre des Pays-Bas, c'était écosystème à écosystème. Vous avez le B2B, le B2C, le G2G, et ben là c'est le E2E, le E2E, enfin je sais pas en français ça sonne moins bien, mais écosystème à écosystème. C'est l'idée en fait que le campus cyber puisse servir de plateforme, de connexion multiprise entre l'écosystème cyber français dans toutes ses composantes, puisqu'on a tout type d'acteurs qui sont représentés au campus, et les écosystèmes, notamment européens, et qui ont les mêmes sujets de fragmentation, qui ont peut-être un peu plus dans certains cas de fragmentation qu'en France, parce qu'en France, on a le campus cyber national, ce qui est quand même un haut fait d'armes qui nous permet en fait de regrouper au même endroit des écoles de formation, des C'est un grand succès. Hein. C'est un grand succès, et donc l'idée, c'est d'utiliser ça comme une station d'appairage, d'une certaine manière, que l'on propose aux autres écosystèmes cyber, allemands, polonais, espagnols, néerlandais et autres, pour pouvoir faciliter les connexions entre écosystèmes. Et ce n'est pas pour faire de la littérature. L'idée, c'est qu'on puisse créer la confiance nécessaire pour que les Européens se fassent davantage confiance, notamment au plan économique sur la cybersécurité. Et donc derrière, si vous avez cette confiance, vous pouvez développer des mécanismes ou des réflexes d'achat croisés. Moi, ce qui m'intéresserait beaucoup, ce serait que les Allemands ou les Polonais ou les Espagnols, dans leur secteur public ou dans les grands comptes, achètent davantage de solutions de cybersécurité françaises. Et inversement, il faut sans doute être prêt à ce qu'il y ait une forme de réciprocité. Et ça ne pourra pas du tout se mettre en place si nous n'avons pas de réseau, si nous n'avons pas de connexion entre les gens, si nous n'avons pas un sentiment d'appartenance commun. Et ça se bâtit à partir d'écosystèmes comme le campus. Bah oui, tu es revenu à la notion de réseau déjà français à transposer. Et si on est seul en cybersécurité, on est juste dans l'échec. Dernière question, on a dit tu peux dire des choses, les autres tu ne sais pas encore, mais on voudrait que tu partages avec nous pour cette feuille de route quels sont les incontournables, les choses qu'il va falloir engendrer sur les 12 mois, on se donne rendez-vous dans un an, ici aux Assises. Quels sont vraiment tes enjeux, les choses, ah ça, je ne vais pas me louper là-dessus, et comment tu vas mesurer que si tu y arrives ou pas? Alors, j'ai appris le mot KPI en sortant de l'État. KPI. C'est un peu vache pour Vincent, mais indicateur clé de performance. Donc, on va fonctionner sur la base de KPI. En fait, je les réserve à mon board, puisque la semaine prochaine, il y a une réunion du conseil d'administration qui va permettre de parler de la feuille de route, justement. On va parler de ces KPI. En fait, je vous prends 2 exemples tout à fait extrêmes de choses qu'on pourrait faire. Et je vais vous orienter plutôt vers la solution 2. Premier exemple, on pourrait tout à fait se dire le campus cyber est un opérateur qui doit faciliter la consolidation du secteur de la cybersécurité en France. Et donc, on va se dire, voilà, on doit avoir fait émerger 38 licornes d'ici à la fin de l'année. C'est une façon de parler, hein, évidemment. On pourrait dire 45 licornes en 2027, etc. Bon, ce serait très politique, ce serait très shiny, mais je pense que ce n'est pas quelque chose que le campus cyber peut faire tout seul. Il y a un environnement économique, un environnement politique, institutionnel et autres. Donc ça, à l'extrême, c'est le KPI d'écosystème vraiment ultra ambitieux, où on se dit, on se met des objectifs sur la consolidation de nos acteurs et l'émergence de champions. À l'autre bout du spectre, ce qui, moi, je trouve plus honnête en termes de contrat, c'est de se dire, en fait, il n'y a qu'un KPI qui compte à court terme et à moyen terme, c'est la satisfaction de nos résidents. Eh bien, c'est déjà ça. Hein. Voilà, on va travailler là-dessus, en priorité. Ben voilà. Geoffrey, je te remercie pour ta franchise, ton côté concret, tangible. Rendez-vous dans un an, ici aux Assises. Et bien ici, tu restes un tout petit peu encore avec nous quand même. Tes résidents sont là. Bon après-midi à tout le monde. Merci. Bon démarrage d'Assises et merci Geoffrey. Merci. Allez, bon rendez-vous, bons ateliers, bonne table ronde, bon démarrage des Assises.